Les gros bidous, bienvenue dans ma review du New Chapter Tarot. La genèse de cette recension du New Chapter Tarot, c'est que j'ai lu une review du tarot sur le site de Azalea Work. Et j'ai vraiment craqué pour ce tarot qui était spécial sur de nombreux points. Et en fait, il y a quelque chose d'un peu vicieux dans la logique. C'est que Liminal 11, qui est cette maison d'édition indépendante qui publie des tarots à l'échelle mass market, marché de masse, et du coup à des prix accessibles par rapport à l'entrée de gamme des tarots, on est entre 20 et 25 € pour des éditions qui ne sont pas limitées de ces tarots-là. Mais qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'avant d'ouvrir les précommandes pour ce type de tarot, ils sélectionnent un certain nombre d'autrices, influenceurs dans le monde du tarot pour écrire des reviews et nous mettre l'eau à la bouche. Donc c'était typiquement l'opération de com qui a fonctionné pour moi. Et ils ont la possibilité d'écrire, si on écrit des reviews ou qu'on publie sur le tarot, pour demander à recevoir un ouvrage qu'on vient reviewer. J'avoue, est-ce que j'avais vraiment pas envie d'investir dans un tarot à ce moment-là? J'ai gratté, j'ai fait ça, j'ai gratté un ouvrage pour en faire la recension. Comme ça, vous avez la genèse du truc. L'élément important, c'est que j'ai gratté du coup un ouvrage dont je suis tombée amoureuse, donc je savais qu'il allait me plaire, que j'allais avoir des choses à en dire, etc. Il faut quand même noter que je ne vous parle pas trop des tarots que j'aime pas ou qui me déçoivent en général. Et là, pour le coup, comme je m'engageais à écrire une recension, c'est parce qu'il me plaît que je suis là, ici. Mais comme ça, il y a un peu de transparence au niveau du processus, disons. Un autre élément qui a son importance, c'est que quand on a des maisons d'édition qui ont une aussi bonne équipe de com', au moment de la sortie d'un jeu, on a un effet d'engouement, on a plein de gens qui le reçoivent pour en faire des reviews, et ils sont partout sur les réseaux sociaux, ce qui fait qu'on en vient à considérer des jeux sur lesquels on n'aurait même pas jeté un coup d'œil autrement. Ça crée vraiment un effet d'emballement, ça devient le jeu qu'il faut avoir. Et quand on est dépensière comme moi, en tout cas, c'est vraiment difficile, ce genre de dynamique. En dehors du fait que parfois, il y a des tarots que je trouve vraiment horribles et que je vois avec une com agressive partout, que ça m'insupporte grandement. Donc je m'étais dit, je ne veux pas faire ce jeu-là, je ne vais pas faire une vidéo tout de suite, je vais prendre le temps d'en parler et tout et tout. Sauf que je trouve ça vraiment intéressant de partager mes premières impressions après avoir passé quelques heures en sa compagnie. Parce que j'ai envie de voir aussi comment ça va évoluer, mais que j'ai quand même l'impression d'avoir des choses à en dire là, maintenant, tout de suite, qui sont pertinentes. Et autre chose, j'ai vérifié, en fait, celui-là, il bénéficie pas de la même opération de com que d'autres tarots qui sont publiés chez eux. Je ne sais pas pourquoi, mais donc, ça va. J'ai pas l'impression de participer à un trop plein de choses pour l'instant. J'ai un peu, genre, c'est un préambule qui est assez long parce que j'ai un peu la honte, je fais ce qui m'énerve chez les autres. Bref, le cœur du sujet. Sur les aspects techniques, ça va aller vite parce que mine de rien, ce jeu est super bien foutu. Il vous envoie des reflets, vous avez vu comme il est mauvais. On a une boîte en carton super top, avec un côté aimanté vers le bas, ce qui évite que ça coulisse. En plus, il est bien au bon niveau dans le truc, je pense, parce que j'avais une des versions de Modern Witch, du même éditeur, où la boîte, elle n'était pas retenue en bas, c'était horrible pour moi, tout glisse trop. C'est l'exemple même du jeu qui, pour moi, avec l'état de mon syndrome de l'air dans l'os, il est pas maniable, il est trop grand, il correspond pas du tout à mon hyperlaxité, les feuilles, les pages, les cartes s'envolent dans tous les sens. Or, c'est pas du tout le cas de celui-ci. Du coup, j'ai quand même vraiment envie de souligner l'effort qui a été fait sur l'accessibilité. Je vois personne d'autre qui se plaint trop du Modern Witch, mais bon, voilà. Il faut quand même signaler. Pour moi, c'est difficile. Donc, on a une espèce de truc en carton qui permet de retenir le fait qu'il y a des choses qui sont plus ou moins larges. Bon, ça, je trouve ça un peu embêtant, mais bon. Voilà. Ça me fait dire que je crois qu'au final, je le mettrai quand même dans un petit pochon à tarot, et on a un petit livre du même type que, du coup, je n'ai que le Modern Witch dans cette collection, mais je pense tous leurs ouvrages. Avec couleur, mais un papier qui n'est pas trop glossy, qui n'a pas l'air d'être environnementalement trop infâme. Donc voilà, c'est quand même assez agréable comme type de livret, parce qu'il y en a beaucoup qui perdent vite leurs pages et tout ça.
Là, la reliure est assez convaincante pour moi. Il n'y a pas grand-chose dans ce livre. Il y a un prologue de Rachel Pollack, qui est une autrice vraiment importante, très très importante dans l'histoire du tarot féministe et l'histoire du tarot queer. Donc c'est vraiment chouette. C'est très bref et ça nous apporte quand même déjà un regard sur ce tarot. Ensuite, on a une très brève introduction, elle fait 2 pages, de la part de l'autrice Catherine Briggs. Ça, je trouve ça vraiment très très chouette parce qu'il y a une espèce de pudeur en fait dans la façon dont on parle du processus de ce tarot-là, tout en ça nous permet de comprendre comment il a vu le jour sans nous permettre de trop projeter sur le truc et en nous permettant de nous l'approprier sans être trop parasité par les informations autour. Donc ce qu'elle nous raconte, c'est qu'à un moment, son mariage s'est terminé et son mariage était ce qui lui permettait en tant qu'américaine de vivre en Écosse. Et donc elle a dû repartir, je pense dans le Midwest, je suis pas sûre. Mais bon, dans une partie des États-Unis où elle avait plus de contacts, qui ne ressemblait pas du tout à où elle avait envie d'être, alors qu'elle se plaisait très bien en Écosse, etc. Et donc ça a causé beaucoup de douleur, cette transition-là. Donc c'est un tarot liminal, parce que c'est un tarot qui est dévolu à cette transition et à faire potentiellement écho à d'autres. Elle nous explique qu'elle a commencé par faire la roue de la fortune, et puis de là, après, elle a fait la carte qui était celle qui était son signifiant, c'est celle qu'elle est là représentée, qui est la cavalière de coupe, et puis progressivement, le tarot a vu le jour. Alors on dit de lui que c'est une histoire, un voyage, un autoportrait du changement. Bon, je vais continuer du coup. Le New Chapter, donc le nouveau chapitre, nous raconte l'histoire d'une femme qui a dû fuir son ancienne vie, dû quitter son ancienne vie et retourner dans son pays natal suite à la fin de son mariage. Chaque carte est une méditation en peinture et le jeu dans son entièreté représente une nouvelle vie, un cercle d'espoir, d'amitié et d'amour. Voilà, c'est quand même assez important et on n'a pas beaucoup plus d'explications tout au long de l'ouvrage. Et ça, je trouve que ça participe d'une réappropriation de ce tarot-là. Il faut quand même que je précise, et je le redirai certainement à d'autres moments, c'est que je trouve que du coup, parce qu'il est avare en commentaire, il va être très utile pour se l'approprier si vous avez déjà les connaissances du tarot. Peut-être que c'est pas le tarot idéal pour débuter. Parce que c'est bien d'avoir déjà des repères pour se plonger dedans. Alors je dis ça, moi je suis pas du tout de l'école où il y a des tarots pour débutants et des tarots pour confirmés. On peut apprendre le tarot avec n'importe quel tarot. L'important, c'est qu'il vous plaise, c'est que vous vous retrouviez dedans, c'est qu'il vous fasse vibrer. Le reste après, c'est surtout des conventions et des injonctions. Voilà. Donc on a à chaque fois pour les arcanes majeures, donc on a une présentation de l'arcane majeur. Pour chacune des pages, un petit paragraphe. Et pour la carte à l'endroit, la carte renversée. Donc, ça c'est le topo des majeurs. Les mineurs, on a une introduction générale. On a un paragraphe sur chacun des éléments qui est déjà introduit un petit peu ici. Et puis, on a un petit paragraphe pour chacune des cartes. Regardez-moi ça. Vous allez voir qu'il y a 2 cartes exclusives qui, elles, ont à chacune une page. Enfin, un livre, très très cool. On a un truc sur comment lire le tarot, c'est une double page. Ça contient quand même des éléments intéressants parce qu'on a quelques clés pour comprendre la symbolique qui est utilisée dans cet ouvrage et c'est chouette, mais il n'y en a pas beaucoup plus. Et puis on a des très cool tirages exclusifs que l'autrice a rédigé pour... Ça en fait 4 je pense. Pour ce tarot-ci. Voilà pour les aspects pratiques du livret. Je dois essayer de remettre dans sa boîte. Voilà. Les aspects pratiques des cartes. Elles sont petites, c'est ce qu'on appelle une taille poker. Elles sont vraiment petites. J'ai des petites mains, donc ça peut être difficile pour vous. J'arrive. On va donc comparer au monde du Fils Spirit Tarot qui est juste derrière moi. Elle a la même largeur et elle est un peu plus petite. Moi j'aime bien quand les cartes sont un peu plus carrées. Elles sont mates, très mates. Elles ont un fini
plutôt doux, velouté, mais pas à l'excès, et qui va glisser très bien, contrairement à certains veloutés qui collent les cartes entre elles. Il n'y a pas de tranche particulière. Help quoi, c'est mon jour d'ovulation. Donc en plus de la douleur et tout ça, j'ai du mal à aligner deux mots parce que je fais la température, j'ai l'impression de faire 150 degrés. J'en fais que 37, mais j'ai l'impression que c'est 150. Help! Donc en dehors d'être très maniable et très agréable, il y a quelque chose qui me plaît énormément dans ce jeu, c'est le dos des cartes. Donc ça c'est l'endroit. Ce que j'aime, c'est que en fait ce tarot est très largement inspiré par le tarot de Thoth. C'est un mélange du système du Waite-Smith et du Thoth. On reviendra dans les détails un peu sur ces enjeux de structure. Mais du coup, l'ibis est le symbole du dieu égyptien Thoth et par extension d'Hermès qui y a été associé par la suite. Et donc, on a déjà peut-être un symbole du syncrétisme qu'on va retrouver quand même pas mal dans ce tarot quand il va être question de déité. Pour moi, je vois ça comme la tradition égyptienne et puis comment elle a rencontré la tradition grecque. Et ici, on a là le hibou que je vais associer à Athéna. Pourquoi cette théorie? Donc, ces deux formes de sagesse et ces deux formes d'accession au savoir et à la sagesse, d'après moi. Et d'après moi, ça fait référence aux deux cartes, donc deux premières cartes du tarot, qui sont le magicien. Donc, on a gardé les noms du Waite-Smith et pas les noms du Thoth. Et la prêtresse. En fait, je vais vous lire le petit écrit, parce que ça permet quand même vraiment déjà de bien sentir l'esprit qui est derrière ce jeu. En tout cas, je vais vous lire une partie. C'est le magicien peut prendre de nombreuses formes, depuis Mercure le mage, Thoth le dieu de la magie, l'alchimiste qui cherche l'or depuis la pierre philosophale, Loki qui se métamorphose, le corbeau qui fait toutes les choses, etc. Donc après, on va plus loin là-dedans, on parle des principes de la manifestation, du principe de as above, so below, comme au-dessus, également en dessous, etc., etc. Donc pour moi, l'ibis, qui est donc le symbole de Thoth notamment, c'est la carte de l'empereur. Et vous allez voir ce qu'on nous dit ici sur la grande prêtresse. Donc ces deux-ci en particulier sont restés genrés, avec une carte masculine et une carte féminine. Pas qu'on revendique, je n'ai vu ça nulle part. Ah si, sur l'empereur et l'impératrice, on est quand même vraiment fort là-dessus. Mais c'est pas quelque chose qui est constant dans le jeu, parce qu'on va à chaque fois chercher des oppositions, des dualités, on va titiller les polarités, mais pour à chaque fois venir proposer une forme de médiation. Un entre-deux, c'est le principe même de ce tarot-là, c'est d'être un tarot transitoire. Et quand on fait appel à ces figures-là, c'est pour les dépasser en proposant un entre-deux. Est-ce que philosophiquement, pour vous, ça fonctionne ou pas, cette figure de la médiation, de la liminalité, de l'entre-deux dans le tarot? À vous de voir. Mais en tout cas, il n'est pas binaire dans le sens où on cherche à réconcilier un principe féminin, un principe masculin ou un truc comme ça. Non, si on les aborde, c'est simplement pour imaginer une troisième voie. C'est une philosophie comme les autres. D'ailleurs, c'est aussi... j'ai plein de choses à dire. C'est aussi ce qui est suggéré avec la carte des amoureuses, où on nous dit le mariage mystique de Vénus et de Mars, ou le lien de sororité, fraternité entre Artémis et Apollon. Cette carte dénote une intense relation. Blablabla. Il y a de la magie et de l'alchimie dans une union où 1 plus 1 devient 3. Et je crois vraiment sentir ça comme un aspect assez alchimique finalement, qui est très très présent, et philosophique, qui est très présent dans ce jeu. Donc on peut le voir comme un jeu d'initiation, un appel à la philosophie, etc. Et on peut aussi ne pas prendre ça en compte dans la lecture du jeu. Et donc,
pour le hibou. J'allais dire la chouette parce qu'on pense toujours, je pense en tout cas à la chouette d'Athéna, la chevêche d'Athéna qui est une chouette si mignonne qu'on voit partout, mais il y a ces petites airelles, donc c'est bien un hibou techniquement, en français en tout cas. On fait la différence entre les rapaces avec leurs petites oreilles qui ne sont pas vraiment des oreilles et les autres. Bref, alors du coup pour moi ça fait référence à la carte de la grande prêtresse, qui nous dit c'est les mystères de la triple déesse, Athéna en tant que déesse de la connaissance, donc, et ça me fait penser directement au hibou, Mami Wata qui amène à ses personnes à ses disciples, on va dire, qui ramène ses disciples dans le monde des esprits afin de gagner de la connaissance, et enfin Kali qui est une déesse de la création et de la destruction. Et la description est vraiment très très chouette. Je vais continuer du coup. Donc elle domine les secrets qui sont perdus et qui sont gardés. C'est une invitation à rechercher, à être en quête au-delà des royaumes de la justice ou de la logique patriarcale et d'aller chercher dans les impulsions créatives de l'univers. C'est ton initiation au mystère, à toi d'aller plus loin. Donc je pense que cette tension finalement entre quand même une certaine forme de savoir, de manifestation à travers les connaissances de savoir organisées, parce qu'on a quand même des références au Thoth et donc à des histoires qui sont plutôt des histoires d'initiation, où il y aurait des secrets à découvrir, on a des références à l'hermétisme et tout ça. Et si on a quelque chose qui fait, ok, ce tarot va un peu puiser là-dedans, mais le secret de ce tarot, c'est avant tout que qu'en fait les gardiennes ou les gardiens de la connaissance, elles se dissipent et on est derrière les piliers et on est invité directement derrière les piliers de la grande prêtresse qui pourtant souvent sont plutôt derrière elle dans les tarots. Donc ça je trouve ça très très chouette. Vous voyez ici les petits points colorés. Elle nous explique à la fin, Catherine Brix, que parmi les symboles qui vont être récurrents dans ce tarot, il y a une allusion au chakra. Voilà. Je me contente de le mentionner ici pour l'instant. Vous avez vu qu'on mélange quand même des déités qui viennent de plusieurs panthéons, qu'on ne va pas forcément mentionner de quel panthéon ils viennent. Ça peut être assez perturbant, surtout pour les personnes qui sont plutôt de la frange des polythéistes durs. Pour moi, il y a vraiment quelque chose qui va chercher là dans les syncrétismes religieux, dans comment à certains moments notre esprit d'humain appréhende les divinités avec des liens entre elles, comment les divinités en viennent à fusionner, est-ce qu'elles créent une divinité qui est nouvelle, le 1 plus 1 égale 3, ou est-ce qu'il se crée, qu'est-ce qui se crée autre chose, est-ce qu'on est dans la confusion ou pas? Pour moi, au niveau plutôt théologique, il se joue quelque chose comme ça quand j'appréhende ce jeu, mais c'est en tant que polythéiste, c'est ce que je vois dans ce jeu-là. Donc moi, personnellement, je vois le dos des cartes comme le signe très très fort qu'il y a une réflexion dans ce jeu, alors même que le processus derrière ce jeu semble être un processus de canalisation très intuitive, ou en tout cas de méditation, dans un sens certainement très large autour des cartes, etc. Et on a toujours cette tension entre les différents types d'accession au savoir. Sachant que c'est quand même assez amusant d'avoir choisi le hibou ici pour représenter la sagesse. Si c'est vraiment, comme je le pense, une allusion à la grande prêtresse et ici à Athéna, Athéna était une sérieuse, une féroce gardienne d'un certain type de privilèges et d'establishment. Et donc en jouant sur les syncrétismes religieux, il nous invite à plein de réflexions, quelle que soit votre façon d'appréhender le fait religieux ou vos croyances. Je pense qu'il y a moyen de s'y trouver dans ce jeu. Hein. C'est aussi, à mon avis, un jeu qui convient aux athées, mais aux athées qui ont quand même un intérêt pour les questions de magie et de manifestation, peut-être plus parce qu'on sent que la personne qui l'a créé baigne là-dedans. Et pour vous parler de ces figures de la médiation, j'ai envie de vous montrer directement la première carte, qui est la dernière que la créatrice a faite, qui est la carte du fou. Qu'est-ce qui est intéressant dans cette carte? Déjà, on a les 4 éléments, ce qui est quelque chose qu'on voit plus souvent sur la carte du magicien,
c'est pas pour dire que les éléments sont pas représentés sur le magicien, quoique il faut les chercher. Donc ici c'est plus évident qu'on les voit chacun à un coin. Les disques sont vraiment représentés comme ça aussi à travers les arcades lunaires des disques. Il y a plusieurs choses qui me frappent. Enfin, tous les éléments me semblent me frapper d'un coup. Déjà, il y a cette double tête, ce qui me fait penser au dieu romain, Janus, comment on prononce ça en français? Je ne sais pas, alors je vais le prononcer en latin, Janus, avec ses deux faces. Alors en général, on n'a qu'une de ses faces et c'est plutôt le côté barbu. Mais il est typiquement représenté comme ça. C'est un dieu liminal par excellence. Il garde les portes de la ville, par exemple, mais aussi il garde le portail du temps. C'est le dieu qui est célébré le 1er janvier, le début de l'année calendrier. Faudrait voir à quel point c'était le début de l'année calendrier. Oui, d'accord. Juste après les Saturnales. Donc on a ça. On a un premier croissant de lune qui représentait le début du mois chez les Grecs. Donc on a vraiment les débuts en termes de temporalité, de qu'est-ce qu'on pose nous comme repère d'humain pour marquer le temps d'une façon linéaire et en même temps circulaire, puisque ces éléments sont amenés à se reproduire. Là, on ne parle que d'événements qui sont amenés à se reproduire, que ce soit le 1er janvier tous les ans ou le premier croissant, grosso modo, tous les mois. Il y a d'autres choses qui me frappent. On a le crocus là, et on a ici le symbole du poisson et le symbole du bélier. Bon, c'est rigolo parce que c'est dans le système du Wade-Smith, pas du tout les correspondances astrologiques de cette carte-ci qui est associée à Uranus. Et on a un lapin. C'est des symboles qu'on voit souvent aussi dans les milieux néo-païens. C'est des symboles de l'équinoxe de printemps. Le moment où on passe ici de l'année du signe du zodiaque du poisson à celui du bélier. Donc c'est la fin de l'année et un autre type d'année, l'année zodiacale. Vous voyez comme je trouve ça trop intéressant comme ça, parce on ne voit jamais ça dans la carte du fou, mais c'est tellement bien la carte du fou en fait, c'est tellement intéressant cette liminalité qui a incarné là. Et voilà. Et le crocus qui est ici. Moi, je choisirais bien de le voir comme du safran et de le lire, de l'associer à Hécate. Mais Catherine Brix nous dit à la fin de cet ouvrage que le crocus fait partie des plantes qui sont associées à Hermès. Je ne suis pas sûre que je le savais, mais comme ça, on sait. Ah, elle nous parle d'une carte où les... Oui, d'accord. Et là, elle nous fait la référence au tot. Bref. Vous voyez déjà aussi ce qui est mis en place, c'est les cercles et les espaces limites, ou les espaces de médiation entre deux cercles à chaque fois, cet entre-deux, cette troisième chose ou plus qui émerge au croisement, avec comment chacun des éléments va fusionner là-dedans. Ça peut aussi nous faire référence aux saisons, si on le veut. Et alors, je sais pas, mais il y a tellement de choses qu'on a envie de dire sur cette carte, et en fait, quand on lit, la petite chose là, on pourrait être un peu frustré parce que moi ça me donne envie de faire plein de recherches quoi, de voir ça. Rien que j'étais re-googlé Janus pour avoir quelques idées sur ce dieu là, mais ça me donne envie de partir dans encore plus de sens. Et donc voilà, au-delà du côté intuitif, ça fonctionne aussi comme un gros trigger des associations comme ça. Et donc ça peut être à mon avis très intéressant au niveau médiumnique d'avoir des choses comme ça qui vont nous embarquer quelque part à une vitesse grand V. Ça nous dit faire table rase, nettoyer l'ardoise, enlever toutes les attentes. Le fou fait un bond vers l'avant et t'invite à recommencer avec un cœur ouvert. Savoure l'inconnu et ses possibilités illimité, le fou c'est la vie en elle-même. Il incarne l'espoir et l'optimisme. Cette carte peut représenter la chance du fou, le renouveau, l'innocence, la confiance et les très réelles possibilités de joie, une grande aventure, une aventure éblouissante, la liberté. Le fou existe au-delà des binarités. Il appelle à une unité sacrée. Pour moi, cette carte, elle donne vraiment le ton d'une des clés pour appréhender ce tarot-là. Et je dis pas que vous allez pas, qu'il n'y a pas moyen de trouver plein d'autres clés, mais pour moi, pour l'instant, c'est ça qui m'emballe trop, quoi. Quand j'ai vu ce truc pour la première fois,
Et surtout ça, j'ai fait, ah, mais c'est super hécatéen. Et en tant que fille d'Hécate, ça m'a emballé directement. Je sais, je dis emballé à chaque fois que je présente un jeu. Vous connaissez déjà Samine, vous savez que c'est mon gros bébé d'amour. T'es connu, toi? On est parti. Je vais essayer de revenir concrètement à ce tarot. Et donc, qu'est-ce qui fait sa particularité en dehors de tout ce que j'ai déjà mentionné, qui est déjà énorme? Je ne fais pas un walkthrough, je vous préviens. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà beaucoup de vidéos, enfin, il y en a déjà quelques-unes en anglais, mais si c'est juste pour voir défiler les cartes, peu importe la langue finalement, vous pouvez voir ça ailleurs. Ce qui est assez intéressant dans ce jeu-ci, donc ici c'est l'Hiérophante qui a été renommé, mais c'est que la plupart des cartes conservent leur nom du Waite-Smith, hormis les pentacles qui sont des disques, donc les pentacles ou deniers qui sont disques ici, qui est très propre au système du tarot du Thoth. Et au niveau des arcanes mineurs, des figures des mineurs, du coup, elles ont été mises en ordre princesse, cavalier, cavalière, reine, roi. Donc on a bien 4 cartes et elles ont été mises dans cet ordre-là, donc princesse étant le propre du système de Thoth, sauf que elles se lisent pas tout à fait dans l'ordre du Thoth et pas tout à fait dans l'ordre du Waite-Smith d'après moi. C'est comme si encore une fois on a fait 1 + 1 égale autre chose. Mais c'est vraiment ça, hein, c'est ça le New Chapter, c'est ça le secret du truc. C'est, alors on va faire rencontrer 2 traditions philosophiques, 2 traditions du tarot, 2 traditions occultes. Il y a un autre truc qui naît, mais finalement c'est ce qu'on fait, je pense, tous en tant qu'individu, quoi, quand on se forme, qu'on apprend des choses et tout ça, on n'est jamais, j'espère que c'est ça la leçon de nos existences, quoi, c'est de jamais adhérer complètement à un dogme, à une religion, à un culte ou quoi, mais de toujours, au moment où on le rencontre, et on frotte à notre expérience ou à d'autres écoles de pensée ou à des trucs comme ça, il y a à chaque fois quelque chose qui émerge qui va malgré tout nous être plus ou moins propres. Mais quand même, pas tout à fait les mêmes. Philosophie. Je déconne. J'ai peur de vous dire des bêtises sur le tarot de Thoth, conçu par Aleister Crowley, si j'essaie de rentrer dans les détails. Je vous invite à les prendre, vraiment juste la page Wikipédia ou un truc comme ça, très simple si vous ne voyez pas du tout ce que c'est. Parce que c'est un tarot qui a un système propre. Si vous suivez ma vidéo, c'est a priori vous êtes familière du système du Rider-Waite-Smith. Si vous ne l'êtes pas, il y a plein de vidéos sur ma chaîne pour vous familiariser avec ça. Je pense que je le reprends assez souvent. Le Marseille, vous savez, c'est pas du tout ma tasse de thé. Même si le Thoth en quelque sorte est aussi, il est arrivé un peu plus tard par rapport au Waite-Smith et il a aussi repris des éléments du Marseille. J'ai eu des rêves, j'ai eu comme ça quelques appels du pied à m'intéresser au tarot de Thoth, mais comme pour beaucoup de monde, ce qu'on dit communément, la figure très controversée d'Aleister Crowley ne m'a pas du tout donné envie de rentrer dans ce tarot-là. Il y a certains éléments de cette figure controversée qui en fait étaient créés par des rivaux de l'époque, qui étaient très baignés dans la biphobie, parce que c'était quelqu'un qui était bi, etc. Du coup, il y avait des grosses accusations de dépravation et tout ça qui venaient en partie de ça. D'un autre côté, juste dire « ouais, mais c'est que des jaloux qui ont fait ça », c'est oublier vraiment des trucs assez sordides de manipulation, un truc ultra mégalo qu'avait ce mec-là, un truc sexiste, de la fétichisation raciste. Alors, il y a tout un truc qui date déjà des mouvements occultes, probablement un siècle et demi ou 2 avant Crowley aussi, de s'approprier des éléments de la Kabbale, de fétichiser les textes judaïques, avec vraiment une fascination pour le mysticisme juif, disons, alors qu'en même temps, ces gens, à cette époque charnière quand même, hein, du début du XXe siècle, étaient des antisémites finis, vraiment dégueulasses, et là je vais mettre le lien en bas vers
vers un article, vers une vidéo de Tellraven Tarot. Corven en parle très très bien, l'antisémitisme de Crowley, sans dire ok on le boycotte et tout, c'est horrible, parce qu'il y a le travail en particulier avec le TOT, mais elle nous rappelle toutes les raisons pour lesquelles on ne peut pas aduler ça, et que ces gens-là qui reprenaient plein d'éléments de la Kabbale dans leur tarot, à côté de ça étaient vraiment des antisémites de merde, quoi, vraiment dégueulasse. Donc ça, c'est toutes ces choses-là qui font que, franchement, en tant que féministe, moi je vois pas comment je peux taffer avec un tarot qui a été conçu par Crowley, quoi. J'ai une résistance de ouf à ce genre de choses. Il y a aussi un côté ésotérique, mais dans le sens pur, quoi, d'initiation, d'avoir des gardiens des secrets et tout. On est dans l'histoire du mouvement anglais, de la Golden Dawn et tout ça, même s'il y a eu des séparations, encore une fois, des conflits d'ego et tout ça. Et pour moi, le tarot, ça doit être un outil complètement libre et qu'on peut se réapproprier facilement, etc. Et s'il y a trop d'emphase sur des mystères, sur le fait qu'il faut gagner, la connaissance de ce tarot-là et tout ça, je suis déjà fatiguée. Et je ne dis pas que c'est pas intéressant de plonger, de prendre le temps, de comprendre tous ces systèmes, tous les systèmes de correspondance et tout, qui sont le fondement de tarot comme celui-là. Mais je trouve ça juste... J'ai pas envie d'apprendre ce tarot dans cette version-là. Mais il y a quelque chose qui m'appelle dans des tarots qui sont inspirés du TOT quand même, que je ne peux pas justifier rationnellement, mais qui, d'un point de vue des messages que je reçois, est justifié parce qu'ils sont là, ces messages. Donc il y a quelques éléments qui ont été gardés du TOT, en particulier les références astrologiques. Donc si j'ai bien compris, un des principes du TOT, que maintenant on voit de plus en plus de gens appliquer au tarot en général, mais je pense que c'est vraiment fondamental dans comment le TOT lui-même est construit, c'est d'avoir son propre système de correspondance astrologique. Bon, on le voit déjà ici directement dans les arcanes majeures. On n'est pas dans le système conventionnel des associations astrologiques des cartes dans le Waite-Smith. Je ne connais pas assez bien le TOT et le Marseille pour savoir si on est vraiment dans ces correspondances-là ou si on a un peu changé. J'ai l'impression que ça a un peu changé de ce que j'ai pu lire en triple vitesse sur le système du TOT. Mais voilà, et donc en ce moment, on a beaucoup remis au goût du jour l'idée que chacune des cartes des arcanes mineurs est associée à un décan en astrologie. Donc il y a différents types de systèmes de décans en astrologie qui ont évolué avec le temps, les lieux, etc. Là on est sur un système que donc chaque signe du zodiaque c'est 30 degrés sur la roue. Donc du coup 12 signes fois 30, ça nous fait 360. Et chacun de ces signes est divisé en 3 décans de 10 degrés. Et à chaque fois, une planète tutélaire qui gouverne chacun des décans, en plus de la planète, qui est la planète qui gouverne le signe en question. Et donc, on a des décans qui seraient associés et donc à la fois un signe et une planète, à chacune des cartes des majeurs. Je trouve que... des mineurs, pardon. Et je trouve que ça ne fonctionne pas très très bien forcément quand je vois ces correspondances-là appliquées au Waite-Smith. Mais peut-être c'est que je me suis tout simplement pas du tout plongée suffisamment dans ce système-là, ni rien. J'ai aussi vu des gens qui disent simplement, par exemple sur le Next World Tarot, vous savez que j'adore, sur les mineurs, à chaque fois c'est noté genre telle planète, par exemple, le 5 de Pentacle, c'est Mercure en Taureau, ce qui est exactement la même chose qu'ici. Mais on ne dit pas c'est Mercure qui gouverne le xème décan du Taureau. On dit c'est la planète Mercure, quand elle est en Taureau, elle agit comme ça. Pourquoi je retiens celle-là? Parce que j'ai mon Mercure en Taureau pardi. Donc, ce tarot-ci fonctionne complètement sur ce système-là. On a vraiment les correspondances dans les mineurs de la première carte, l'As. Elle est associée, elle fait référence, trouvez-moi un As ici, à chacun des cartes, à chacun des signes de cet élément. Donc les disques c'est la Terre, les pentacles dans des tarots plus classiques ou les deniers, et on a le signe du Taureau, le signe de la Vierge et le signe du Capricorne. C'est écrit en tout petit, ce que je trouve assez sympa parce que ça permet de se fondre dans des choses. Je vais vous lire ça parce que je trouve ça chouette.
Ben oui, ça oui, c'est chouette. Ce chat, toujours un avis sur tout. Ça, c'est bien mon chat. Donc ici, on nous dit que dans cette suite, dans cette série, chaque élément est représenté. Alors ici, on a du coup l'élément de terre en taureau. C'est donc celui-ci. Donc, j'aurais bien commencé par le... Bon, on va commencer par ça. C'est la version fixe du signe, qui parle de beauté et de croissance. Donc, on a le côté vénusien, parce que Vénus est la planète associée au taureau, avec la rose qui est associée à cette planète. Puis, on a l'idée de croissance et tout, avec cette efflorescence, on va dire, de pétales. Alors, l'organisation et la récolte avec la Vierge. Alors, on a pour moi, parce qu'il y a plusieurs moments dans le jeu des références au grain de blé. Et donc, pour moi, on a la couleur des blés là. Et puis, cette idée d'organisation, de classification qui est propre à la Vierge. Vous la retrouvez, je trouve, dans la façon dont les choses sont là. C'est l'esprit du détail, l'esprit de la Vierge. Et donc, on va aller chercher les petits détails et tout qui, au final, forment un très joli tout. Et alors, pour le Capricorne, on nous dit la prospérité et la civilisation. On pourrait y voir à la fois des racines, parce que c'est vrai que le Capricorne, gouverné par Saturne, est une planète de très long terme, et qu'elle crée des racines pour aller très très loin. Et pour moi, il y a aussi l'idée là on peut voir ces racines comme les cornes du Capricorne, donc de la chèvre des mers, qui est le symbole du signe du Capricorne. Mon chat est en train de laver mon canapé derrière moi. Dans le système du Thoth, si j'ai bien compris. Et si vous connaissez le Thoth, vous allez peut-être dire que je dis n'importe quoi. Si vous ne le connaissez pas, allez d'office croiser avec d'autres sources, parce que je le connais pas plus que ça. Ça oui, merci. J'ai profité que mon chat fasse ses griffes pour chercher à faire une série complète ici. Vous avez remarqué, du coup, je vous parle de sujets avec lesquels je ne suis pas forcément à l'aise, que je suis en train de découvrir aussi. Et peut-être que je dis beaucoup d'approximations, mais je pense que c'est quand même très très important dans le monde du tarot et tout. Il faudrait soi-disant être irréprochable ou tout connaître, de montrer aussi comment on apprend, comment on commence à s'intéresser à certaines traditions du tarot, comment probablement on fait beaucoup d'erreurs en le faisant et tout ça. Et voilà, c'est la raison pour laquelle je me présente à vous avec peut-être des approximations, ou en tout cas en vous présentant comment mon processus d'apprentissage, qui là en grande partie ça a été d'aller sur la page Wikipédia en anglais du Thoth et de voir les correspondances avec du coup les titres des cartes et les correspondances en termes de décan, hein, tout simplement. Déjà, la rencontre ici du Thoth et du... Je vais arriver à mon point. La rencontre du Thoth et du Rider-Waite-Smith ici, c'est déjà que le Thoth est pas très illustré, qu'il est très figuratif, très en mode plus proche du Marseille, alors qu'ici on a quand même des dessins qui sont un peu plus élaborés, tout en utilisant le même type de principe. Sawin, les pivoines. Ça nous ferait l'as ici pour le coup de coupe qui va donc représenter Cancer, Scorpion et Poisson, dans l'ordre du coup, entre cardinal fixe et mutable. Du coup, il représente la racine, la source de toute la terre, la mer, l'eau. Sawin! Donc on commence avec le signe cardinal de l'eau pour 3 cartes. Qui vont donc avec le Cancer, sauf que j'ai paumé ma coupe là tout de suite et donc je vous ai rajouté un disque. Mais bon voilà. Et du coup là on a vraiment le symbole du Cancer, donc c'est assez simple. Vous allez voir si vous connaissez un peu le Thoth que ça ressemble légèrement tout en étant beaucoup moins cryptique. On a ici le 3 de coupe, donc à chaque fois il y a une association, ici c'était Mercure, voilà une autre planète et là une autre, même si je ne vous ai pas sorti la coupe. Et puis ensuite... Arrête, hein. Donc à chaque fois c'est un décan. On a premier décan, deuxième décan, troisième décan. Et alors pareil ici, avec du coup le Scorpion, premier décan du Scorpion, deuxième, troisième. Donc ce qui nous permet surtout de faire une association en termes de planètes, surtout si vous ne pratiquez pas une astrologie aussi poussée que l'astrologie avec les décans, les termes, les chats. Et puis on finit avec le signe mutable, donc les poissons.
Et encore une fois, à chaque fois, on va avoir une association en termes de planètes. Si je ne me trompe pas, celle-ci c'était Saturne, peut-être je me trompe. Ici c'est Jupiter, on voit parce qu'elle est tatouage sur les bras du poisson et de Jupiter. Et ici on a juste aussi le poisson. La drache nationale va tomber, donc il fait noir d'un coup au beau milieu de la journée. Mon petit chat s'en inquiète. Bon, j'espère que ça va aller au niveau de la lumière. Et pas du tout. Je vous explique, en fait, j'ai trop mal pour filmer mon texte en mode caméra sur les cartes, même si ça facilite ma concentration. Au niveau des mineurs, on a vraiment un mélange entre des symboliques qui sont très proches du système du Waite-Smith et d'autres, du Thoth, et d'autres qui vont plutôt faire référence au Waite-Smith. J'ai essayé de regarder les cartes des mineurs sans les textes qui leur sont associés. Vous voyez qu'il y a les correspondances de plantes. Ici, on a la kilée qui pousse au carrefour. Oh, et les hirondelles, qui sont aussi oh, trop fort, j'adore cette carte. Ça peut être très perturbant, mais moi j'aime ce côté perturbant en tout cas. Certaines cartes ressemblent très fort à un Thoth amélioré. Les textes qui décrivent les cartes dans le livret me font très fort penser pour la plupart, très bêtement au Waite-Smith. Pas bêtement parce qu'en fait c'est très bien écrit, les explications, mais que ça me fait penser qu'il faut lire les cartes si on se fie au texte avec cette approche-là du Waite-Smith. Par contre, j'ai regardé sur Wikipédia les mots-clés qui sont associés à chacune des cartes des mineurs dans le Thoth. Et c'est très impressionnant que ça correspond vraiment bien à ce qui est représenté. Alors que si vous essayez de coller les mots-clés du Thoth à un jeu de cartes très clone du Waite-Smith, ça ne va pas du tout fonctionner. Or ici, ça fonctionne. Visuellement, tout est là pour nous parler du Thoth, et en même temps, les textes sont très Waite-Smith. Et donc, c'est vraiment hybride au possible, et il propose vraiment une troisième voie. Donc, comme je vous ai dit, hein, les cartes de cours sont renommées, mais dans l'ordre... Donc, on pourrait croire qu'on va suivre le principe du Thoth, parce qu'il y en a une qui est renommée en tout cas, mais dans le livret, elles sont vraiment indiquées dans l'ordre du Waite-Smith, et les descriptions correspondent plus ou moins à ce qu'on attend du page, qui est ici renommé princesse, cavalière, reine et roi dans le Waite-Smith. Sauf que les images, quand on les compare au Thoth, elles nous évoquent plutôt quelque chose du Thoth. Et donc ça nous donne un trouble inhérent en fait aux figures. Je vais en rechercher d'autres du coup. Il y a un trouble dans les figures que je trouve qui est très intéressant. Ça nous invite à aller chercher ailleurs. Et ma première réaction quand j'ai reçu ce tarot, ça a été waouh! Il y a tellement quelque chose de spécial qui se dégage dans cette peinture. C'est vraiment ok, la personne elle a créé ce jeu avec une dynamique super introspective, de méditation, de canalisation. Mais moi qui ai cru que j'allais pouvoir avoir un aperçu du système de Thoth à travers ce jeu, mais nenni, il n'en est rien. Ce jeu m'invite avant tout à méditer avec lui et à comprendre son système qui lui est propre. Donc j'étais vraiment persuadée de ça, parce que il faut admirer hein, le travail qui est fait sur la géométrie, sur les couleurs, sur les symboles. Ça me donne une telle envie de méditer avec les cartes, mais en mode, bon, je vais le redire parce qu'on n'en parle pas si souvent, mais je pense que j'ai une petite section sur mon site, méditer avec les cartes. Je la repartagerai. Mais sinon, c'est vraiment en mode rentrer dans la carte, hein, donc passer du temps à la regarder, fixer tous les éléments qu'elle nous présente, et puis à un moment... se voir littéralement entrer dedans, faire qu'est-ce qu'on ressent, qu'est-ce qu'on voit, aller plus loin que ce qu'on voit, goûter à ce qu'on voit, éventuellement interagir avec les personnages, donc faire une espèce de méditation guidée, une méditation de pathworking, de cheminement avec chacune des cartes. Je trouve ça vraiment
J'ai super envie de faire ça, quoi, pour les découvrir, et j'ai l'impression que c'est super safe. À chaque fois que j'ai envie de faire ça avec un jeu, j'avoue, je me rappelle qu'il y a 78 cartes, que même si tu fais une méditation rapide pour vraiment cerner l'essence de la carte, genre 10 minutes, un quart d'heure, après tu vas écrire, parce que si tu veux vraiment apprendre les cartes de cette façon-là, au moins tu vas mettre 5, 10, dans mon cas, comme j'ai du mal à écrire, au moins 15-20 minutes à écrire ce que tu as ressenti. Donc, le temps que tu te plonges dans chacune des cartes, ça peut faire vraiment beaucoup. C'est trop interpellant ce 6 d'épée. J'ai vu, elle s'appelle Science, cette carte-ci dans le tot, et on a une croix, genre comme un crucifix, comme une croix catholique qui est transpercée comme ça. Mais ici, ça fait une référence à son propre désenchantement, au fait de se fracturer de certains de nos mythes, de certains des choses qui nous animent et tout ça, mais aussi quand on lit ce que la personne écrit sur celle-ci, c'est intéressant, hein, je sais, je suis en train de switcher, mais voilà. Elle nous dit un changement qui est nécessaire mais douloureux, donc ça fait très classique White Smith. Après que des vérités difficiles sont... Donc après qu'on ait pris conscience de vérités difficiles. Peut-être que tu vois les choses clairement, peut-être pour la première fois. Mais la clarté, c'est un confort qui est très très froid. Alors que tu laisses derrière toi le confort qui était pourtant faux, qui était artificiel, prends un moment pour faire le deuil de la perte de cette réalité, même si c'était imparfait. C'est un peu l'impression, vous savez, vivre au pays des bisounours ou des licornes, quoi. À un moment où on se met des œillères sur une situation qui peut être assez difficile et qu'on prend le parti de la voir sous un autre jour. Ben, je pense que déjà j'ai été interrompue quand je vous parlais de ça. Je pense que ce temps de giboulé, on va le prendre comme le signe que j'ai fini mon grand blabla sur ce tarot. Je sais pas si je peux appeler ça une review, une recension, une revue, whatever. Ça ressemble plutôt à wouh, un feu d'artifice. En tout cas, pour les gens qui sont là, j'avoue que c'est vraiment un plaisir. J'ai pas des milliers de vues sur chacune de mes vidéos, certainement pas, mais la qualité d'échange et d'écoute que je sens chez vous me met vraiment en joie, et j'ai pas envie de chercher à m'exprimer d'une autre façon que celle que j'ai pour l'instant. Et voilà, ça trouve son public, et je vous remercie vraiment d'être là. Et je sais que s'il y a des personnes à qui ça convient pas, c'est pas grave, il y a une profusion de contenu à l'heure actuelle et elles vont trouver ailleurs. Et j'en profite pour dire que ces cartes sont super agréables à mélanger et qu'elles se déforment pas du tout dans l'aventure, ce qui est quand même assez rare pour être souligné. Elles ont vraiment une souplesse et une solidité qui me plaît beaucoup. Je suis en train de me dire que peut-être... Ouais, ça abîme un peu la tranche, mais c'est normal, c'est ma façon de faire. Déjà, le fait que les cartes restent bien droites, alors que je les ai battues plus d'une fois, ça me plaît bien. Je pense que c'est celle-ci qui va sortir. La carte finale, c'est marrant parce que c'est une pivoine au milieu. Je sais pas du tout ce que ça symbolise. Honnêtement, à part... Non, je sais même pas dans genre le langage des fleurs victorien ou un truc comme ça, je sais même pas, mais alors dans un sens plus large, pas du tout. Donc je sais qu'elles étaient là sur la table et que j'ai dû les enlever parce que mon chat les a attaquées. J'ai ramené des pivoines du jardin de ma maman. J'ai pris l'explication sur le dos de bâton. En vrai, comment je le prends avant toute chose? Comme le fait que je dois reprendre ma série sur les bâtons, carte par carte, et que peut-être le 2 me fait des appels du pied. Je vous jure, je le tire super souvent. Il va vraiment falloir que je reprenne ma série. Une étincelle a permis au feu de prendre, et un plan d'action est formulé. Tu es juste au moment de la programmation, au moment où tu commences à planifier pour un futur heureux. Ce sont tes premiers pas optimistes et tes premiers pas emplis d'assurance, premiers pas pour aller de l'avant sur un nouveau chemin. Un risque est pris avec une perspective positive à l'horizon. C'est l'esprit de l'audace et du courage, de la nouvelle croissance. Et puis c'est l'énergie et l'excitation qui vient au commencement d'un nouveau projet ou d'un nouvel objectif.
très marrante cette carte, très particulière. Je pense pas que j'ai beaucoup de choses à en dire, franchement. Je suis juste... C'est spécial. Avec ça, ce truc qui vient, la flamme qui est sur le front, et on a l'impression qu'on est le projet en fait. C'est vraiment une nouvelle vie. Et je sais pas si c'est des plumes sur le côté, on dirait bien des plumes, mais on a aussi l'impression d'une mue, quoi, qu'on est vraiment en train de revenir. Ce qui est très impressionnant dans la pivoine, c'est cette multitude de pistils, étamines, je sais pas quoi à l'intérieur. Cette expansion qui fait qu'elle devient très très vite trop lourde et qu'elle perd ses pétales. Et donc cette énergie-là, elle est éphémère et en même temps, on est en train de prendre des actions pour aller beaucoup plus loin. Et moi, ce que j'aime dans la pivoine aussi, c'est vraiment à fond le côté sensuel de cette carte, quoi. De cette fleur. Mais du coup, je me suis dit que j'allais vous sortir quelques-unes de mes cartes préférées du jeu, celles qui me frappent le plus pour l'instant. Il y a un des trucs que je voulais faire avec vous, j'ai pas fait, c'était comparer les différents numéros dans chacune des suites. Je trouve ça super bien foutu. Bon, il n'y a pas beaucoup de personnages gros, mais franchement, en termes de diversité, c'est quand même très chouette comme jeu. La révolution, la lutte du 5 de bâton. Shawin, si tu pouvais attendre avant de faire tes griffes, tu serais gentil, mon chat. Espèce de lion, va. Elle est lion en plus en termes astrologiques, donc évidemment, là, on est dans une des cartes du lion. Le premier décan, du coup. Merci, Shawin, c'était une jolie synchronicité. Le 5 de disque. L'étoile, hein, sur le côté très symétrique, géométrique et tout ce genre de cartes, il y a plein de choses que ça brasse pour moi. C'est Hécate qui est la justice. J'adore parce que c'est vraiment Hécate comme figure de la médiation. Et elle est en même temps les deux piliers, elle se fond dedans et en même temps elle émerge. Et elle émerge comme autre chose. Ah, je kiffe. Le 7 de bâton a quelque chose de très spécial. Ici, on a une référence à la fois à Perséphone et à Ereshkigal dans le livre. Ça me plaît beaucoup. Elle est grosse, la déesse de l'enseignante, l'Hiérophante. J'adore. Pas juste parce qu'elle est grosse, mais bon, autant dire que c'est une de mes cartes préférées et que ça me fait très grandement plaisir. Ce 5 d'épée, mais c'est quelque chose, quoi. Ah, c'est magnifique, j'adore. Cette princesse d'épée, elle me transporte, mais un truc incroyable aussi. Et encore une fois, je vous ai déjà parlé de cette carte-là, mais waouh. Elle est tellement hécatéenne. Donc les cartes des arcanes majeurs n'ont pas été renommées comme dans le TOT, sauf, je crois que c'est la seule exception, l'univers. Le 10. Je suis particulièrement fan des amoureuses ici. On peut penser ce qu'on veut du texte du livre, mais la carte me parle beaucoup. L'impératrice en Aphrodite aussi. Je pense pas qu'elle est censée être vieille, mais moi elle m'évoque une vieille femme quand je la vois directement. Et j'adore ça. Je vous laisse, je peux pas rester. J'ai poney, j'ai licorne. Je dois guetter les arcs-en-ciel après les giboulées. Des gros bisous.